a été fait des enquêtes par l'INRA de Mirecourt ici, là, Épinal, là où je sais pas où, à côté. Et donc, ils ont montré qu'il n'y avait que 3 systèmes qui permettaient de protéger la qualité de l'eau dans un captage. Premier système, on installe un agriculteur bio, d'accord, et on lui fait faire de la prairie, du tout herbe. Voilà. Des champions. Ben oui. Deuxième système qui permettait de protéger l'environnement, c'est on a planté avec des forêts. Et puis on fait du bois plaquette ou je sais pas quoi. Troisième truc qui gagne la bataille, on a mis du miscanthus. Voilà. Et donc quel est le lien entre la prairie, le boisement et le miscanthus? Ben oui. Le lien, c'est qu'il n'y a pas tout ça. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. D'accord? Et donc le débat, il est terrible pour nous, politiques, etc., pour tout le monde, parce qu'on est passé à côté. Pas d'agronome, tac, les conneries, elles ne sont pas comprises. Alors il y a une autre agriculture qui existe depuis 10 000 ans, c'est l'agriculture américaine, mais celle des Amérindiens, si vous voulez. Hein. Et eux, ils vont avoir des succès faramineux. Des tomates, non, des patates, des tomates et du maïs. Et leur truc, c'est pas de travail du sol, ils font tout avec un bâton, ils font un trou, là, 1000 pas. Donc ils mettent du maïs, des haricots et de la courge, voilà. Mais à la main. Oui, 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 ça se fait à la main, mais ben, ils n'avaient pas de machine, et puis il n'y avait pas besoin de nourrir beaucoup de gens non plus. Hein. Voilà, il n'y avait pas 10 milliards d'Indiens, si tu veux. Donc ils cultivaient comme ça. Et donc ces gars-là, ils ont un succès énorme. Qu'est-ce que c'est la patate? Qu'est-ce que c'est la tomate? Ouais, solanacées, c'est de la morelle, c'est des plantes toxiques. En règle générale, quand elles sont sauvages dans la nature, elles contiennent de la solanine. On les sélectionne encore et toujours sur leur taux de solanine pour qu'elles soient comestibles. Et donc, ils vont sélectionner des plantes sauvages qui sont des poisons, d'accord? Ils vont les rendre comestibles. Donc, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils savent faire réellement? C'est des sélectionneurs, ils savent sélectionner, et quand on regarde ces plantes-là, ça c'est champion du monde de la productivité au mètre carré, ou à l'hectare. Mais ça aussi, Donc ces gars-là, ils ne perdaient pas leur temps à travailler le sol, ils ne perdaient pas leur temps à irriguer, etc. Certaines sociétés ont irrigué, se sont cassées la gueule. Hein? Là-bas aussi, l'histoire de l'irrigation, c'est vrai. Et quand ils ont coupé les arbres, pareil, ils se sont cassés la gueule. Et on se rend compte que globalement, c'est des sélectionneurs parce qu'ils ne perdent pas de temps à travailler la terre. Donc ils vont sélectionner des plantes. Et qu'est-ce que le maïs a de plus que le blé? Plus de carbone. Ben oui. C'est une plante géante en C4, bon mais ça c'est le hasard, s'ils avaient eu le maïs peut-être dans le croissant fertile, peut-être qu'ils l'auraient fait, on ne sait pas ça. Hein. Mais globalement ils vont sélectionner du maïs, c'est une plante qui est très performante sur le carbone et elle a un secret, le maïs a un secret, mais cette plante-là aussi parce qu'elle a le même secret. Quel est le secret d'une tomate? Quel est le secret du maïs? Quel est le secret d'une patate sauvage? Ça se voit pour le savoir, ils vont connaître. Hein? Non, le secret de ces plantes-là, c'est que ce sont des plantes géantes. Une tomate, si vous coupez les gourmands, vous faites une liane de 10 mètres. Hein? Mais si vous la laissez pousser, c'est un arbre. Vous plantez un pied de tomate, vous n'enlevez pas les gourmands, il fait chaud, il y a de l'eau, c'est un arbre. Aussi haut que le plafond, une touffe, mais abominable. Hein? Et donc, c'est des plantes géantes réellement. Hein. Et donc, ils vont inventer des techniques, la sélection, la conduite des systèmes, la productivité, d'accord? Et la patate, elle a un truc, elle n'a jamais été cultivée en travail du sol. Historiquement, je la pose par terre et je couvre de paille. Alors comment ils faisaient? Ils mélangeaient les variétés. Hein. Dans les cultures andines, là où on trouve encore de la patate en traditionnel, il y a 30 variétés dans la même parcelle pour gérer le milieu et les maladies, etc. Et donc ils vont avoir des réussites énormes. Hein.
Et notre agriculture, aujourd'hui, c'est ça qui va nourrir le monde. Hein. Et pourquoi ils font des conneries comme ils font aujourd'hui au Brésil, à déforester à fond? Mais c'est pas les Amérindiens, ça. Ça, Voilà. c'est d'autres histoires, hein, c'est la politique. Tu sais, Oui, non, mais on est d'accord, mais ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ben, ils pourraient. Ils pourraient. Nous tirer une balle dans le pied en même temps. Il pourrait y avoir un drame, si tu veux. En fait, les agriculteurs, eux, ont compris, ils bougent, mais les politiques gouvernementales et de développement, elles sont amorcées. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 ? On a développé le Brésil avec une théorie économique, c'est celle de Ricardo, c'est-à-dire on va spécialiser les pôles de production, donc la Chine et l'Asie, c'est l'usine, le métal, les habits, les machins, et l'Amérique du Sud, c'est l'agriculture. Et donc l'agriculture pour nourrir l'Europe, machin, le monde, l'Afrique, n'importe qui. D'accord ? La Chine. Hein, c'est combien ? C'est 70% du soja, il va en Chine quand même. Hein. Et donc avec les théories économiques du néolibéralisme, on va développer l'Amérique du Sud sur un pôle agricole à bloc. Et là, la forêt, elle n'a plus sa place. Et on te dit, ben, vous avez bien coupé les vôtres. Qu'est-ce que tu veux répondre ? Tu vois ? Et donc, du coup, ça se fait comme ça. Donc, c'est des choses qui échappent à l'agronomie réellement. Hein, parce que ça intéresse d'autres mondes. Et chez ces gens-là, dans la forêt vierge, là, il y a des points partout. Il y a une réussite extraordinaire. C'est-à-dire, on est dans le bassin amazonien. Il y a un truc qui s'appelle la terra preta. D'accord ? Et la terra preta, c'est quelque chose qui produit encore et toujours. C'est-à-dire, quand ils déforestent, au fur et à mesure, ils trouvent des couches de terre noire humifères sur plusieurs mètres, parfois. Les plus vieilles terra preta ont 7000 ans. On sait que ça a été fabriqué par les hommes, donc les paysans, leurs agronomes. Hein. Et à un moment donné, quand on les remet en culture, ben on fait du maïs normal avec 0 intrant. Et donc là, ils ont des taux de matière organique de combien ? Ah ben là, mon pauvre... Non, mais là, si tu prends une analyse, là, tu es sans doute à 30 ou 40%. Hein? Donc nous, on progresse de 1 point tous les 7 ans si on fait du Oui, c'était bon, c'était bon. Bon, Voilà. Et donc la question, c'est cette terra preta, qu'est-ce qu'elle doit nous apprendre ? Alors on sait que c'est de facture humaine, parce que ça, c'est le profil de la forêt, ça, c'est le profil des terres fabriquées par les paysans. On sait que ça a été fabriqué par les paysans. Parce qu'on trouve des tessons de poterie tout au long, au fur et à mesure que vous faites un trou, dans le profil, vous trouvez des morceaux de poterie. Hein. Alors tout le monde se perd en conjecture, personne ne sait comment ça a été fabriqué, et quand vous faites de la bibliographie là-dessus, il y a 2 grandes thématiques qui ressortent. La Terre, elle est saturée en carbone. Donc ça, c'est intéressant pour nous. C'est saturé en carbone. Donc, et l'autre gros sujet qui va arriver, c'est du carbone saturé. Voilà. Et donc, j'avais mis un stagiaire là-dessus, puis finalement, il me termine comme ça. Je ne comprends pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lit sur la terra preta, soit c'est saturé en carbone, soit c'est du carbone saturé. C'est comme si les gars qui écrivaient, ils inversaient les mots. Hein, parce que c'est le même mot, vous le mettez devant, tu sais. Voilà. Ou derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que la terra preta ? Et donc, on s'est rendu compte que, allez, quand tu lis les bouquins, c'est fait avec du charbon de bois. Ce qu'aujourd'hui vous allez appeler du biochar. Hein, voilà, pour faire simple. C'est du charbon de bois. Et ensuite, il y a des poteries. Donc pour les uns, c'est une grande poubelle, c'est le dépotoir, et on cultivait sur le dépotoir, par exemple. Tu sais ? On découvre aujourd'hui que dans l'Amazonie, il devait y avoir peut-être 150 millions de personnes à une époque, avant l'arrivée des conquistadors. Et que l'Amazonie était une forêt jardinée. Que la forêt vierge que nous, on pense être, ça ne l'est pas vraiment. Donc les archéologues sont en train de découvrir tout ça.
que ces gens-là, ils seraient morts à cause de la variole et de la grippe que les conquistadors ont amené avec eux. Hein? Donc la guerre bactériologique, si vous voulez. Hein? Hein? Ben, Magellan, il ne s'est pas arrêté là, ça va mieux. Hein? Et donc, voilà les thématiques qui arrivent. Et donc, le charbon de bois, il a des propriétés très particulières. Quelles sont les propriétés d'un charbon de bois? Ben, ça, ok. Hein? C'est que du carbone. Ben oui. Donc ça, c'est porosité. Et puis, c'est tensioactif. Et pour faire le charbon de bois, ils ont brûlé la forêt. Ben évidemment. Ben oui. Mais ils en avaient plein des arbres. Tu sais, ils ne se posaient pas de questions. Hein? Si tu sais gérer les arbres, tu as le droit d'en enlever. Il suffit de faire repousser quelques-uns. Est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent sur le biochar, mais sur des échelles plus importantes que le maraîchage? Non, parce que c'est aujourd'hui l'accès à la ressource est compliqué. Hein, il faut des gazéificateurs de biomasse. Hein, et donc après, il y a des techniques de fabrication, c'est-à-dire la température et tout, qui sont. Il ne faut pas que ça fasse plus de 300 degrés sur une durée où il doit te rester le biochar réellement. Parce que tu peux aller jusqu'au bout et il te reste quasiment plus rien, hein, que les minéraux à la fin. Donc il y a deux grandes thématiques, c'est poreux et tensioactif. Donc c'est poreux, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la porosité du coup? Ben oui. Donc là, vous allez mettre de l'eau plus de l'air. D'accord? La porosité, c'est ça. Et comme c'est tensioactif, ça va retenir tous les minéraux. D'accord? Voilà. Qui vont donc là où il tombe 3 mètres d'eau, il n'y a plus de lessivage. Donc c'est balèze, hein? Donc là, c'est bon, on a fait des trucs, mais si tu veux cultiver des plantes dans du charbon de bois, ça ne pousse pas. Et donc on s'est dit, il y a un truc ici. Et donc on s'est rendu compte que là, dans cette porosité, ils vont amener un truc, du carbone saturé, ça s'appelle du pétrole. Voilà. Et ce pétrole, qu'est-ce que c'est? De l'humus. Ouais. C'est du végétal liquide. Voilà. Voilà. Et en fait, il va se passer quelque chose de très particulier quand ils vont mettre sur un produit poreux, tensioactif, du pétrole et qui vont imbiber le produit de pétrole. D'accord? Pas de risque de lessivage. Peinard. Et ils vont amener une grande quantité de carbone, c'est-à-dire ça, c'est la ration du sol qu'ils ont créé. C'est-à-dire ils vont donner à manger aux bactéries, et les bactéries, ce qu'elles vont faire, eh bien, elles vont respirer de l'air, elles vont faire la synthèse de l'azote. Et donc il y a une formule magique qui arrive, c'est que quand le sol mange du carbone, il chie de l'azote. Littéralement, ça va se passer comme ça. Et dès qu'on les remet en culture, pof, on l'a. Hein? Et donc les gars, ils savaient que le carbone, c'est vital. Et le carbone, en fait, ils l'ont mis partout. Alors ils l'avaient dans leur forêt, etc. Mais ils l'avaient sélectionné dans leurs plantes. Donc il y a un truc très particulier. Ces gars-là, ils nous apprennent une autre agriculture. Ils nous apprennent que l'agriculture, ça se fait avec du rendement et du carbone. D'accord? Sans travail du sol. Et on se rend compte que c'est exactement l'inverse de ce que nous, on fait en Europe. Ok? Et là, il y a vraiment matière à creuser et à ouvrir une vraie page agricole. Est-ce que le BRF, quelque part, dans sa dégradation, tout ça, son introduction dans le sol, est-ce qu'il va jouer un peu le rôle du charbon de bois du biochar? Non, jamais. Jamais. Ah, jamais? Non. C'est pour faire du biochar. En fait, le problème, c'est que ce carbone saturé, ici, il a un secret, c'est stable. C'est-à-dire, c'est non dégradable. Mais il est stabilisé avec le temps aussi. Il est stabilisé par la cuisson, d'abord.
Et après, avec le temps, il est probable que ici, ce qu'ils commencent à découvrir, c'est que chaque génération devait faire sa couche. Hein. C'est-à-dire, on profitait de remettre par-dessus tout le temps. Et comment dire, une génération, elle coupait des arbres, elle faisait son abatis brûlis, elle ramenait des arbres, elle faisait une couche de charbon, elle imbibe de pétrole. Donc tu vas au Venezuela, là, tu prends du pétrole, ça coule du sol quasi chez eux, d'accord? Tu mets dans ta barcasse, c'est ton autoroute. Hein? Tu arrives dans ton jardin, tu poses ça, tu casses avec un bâton, tu casses les jarres, ça imbibe, et au bout d'un certain temps, 3, 6, 8 mois, je ne sais pas trop, tu peux mettre en culture. Quand la réaction biologique est mise en place, si tu veux. Et après, tu es peinard toute ta vie. Tu bosses une fois. Ben oui, le reste du temps, tu prends ton bâton et tu jardines, basta, ciao. Hein? Pas de boulot et ça fait du MSV à bloc. Hein? Eh ben, j'imagine que vous allez en parler, mais l'azote vient d'où? Eh ben, à ton avis? Pas du carbone. Il y a de l'air. Ben oui. La dégradation de développer des bactéries. Il y a de l'air. Ben oui. En fait, si on admet que c'est du pétrole qu'ils ont mis, hein, hypothèse, hein, parce que c'est pas validé encore, hein, mais c'est l'hypothèse. Donc, l'azote égale l'air. Qu'est-ce que c'est l'air? Est-ce que quelqu'un peut donner l'air, la composition de l'atmosphère qu'on respire? Ok? Donc le premier couillon qui sait capter l'azote de l'air, mais il fait fortune. Il s'appelle comment celui-là? Avant Yara. Hein? Ben oui, mais c'est ça. C'est le procédé Haber-Bosch, encore et toujours, qui a été un petit peu amélioré, mais globalement, voilà. Donc, tu vois bien qu'ils ont fait fortune là-dessus. Hein? Donc, c'est beaucoup d'azote. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'air encore? Voilà. Donc, il y en a combien de l'oxygène? Voilà. Et après, il va vous rester du CO2. Donc 0,04% égale le CO2 égale rien. Et là, tu es médusé, tu dis, moi j'ai un problème de réchauffement climatique avec rien. D'accord? Non, non, mais c'est ça. Tu sais, quand tu le caricatures. Parce qu'il y a aussi la vapeur d'eau. Oui, mais pas dans les gaz, pas dans le pourcentage des gaz. Hein. Elle est en plus. Hein. Elle nage. C'est ça qui provoque le réchauffement climatique. En partie, ouais. Et donc, mais ça aussi, ça emprisonne, d'accord? Puis tu te dis, ben après, il reste quoi? Ben, il reste du CH4, de l'hélium, de l'ozone. Voilà, enfin, il reste. Mais c'est des traces. Hein? Et donc on a un paradoxe, nous paysans, le rien c'est responsable du changement climatique. D'accord? Ben oui, c'est ça la réalité. Hein? Tu dis, ah mince. Pourquoi? Parce qu'en fait avant la société industrielle il y avait 0,03%. Hein? Voilà, donc on a augmenté un peu. Hein? Donc les gaz à effet de serre c'est ça. Hein? Équivalent CO2 on est là. Et donc, avec les traces de gaz rares, on fait le changement climatique et le reste, il y a beaucoup et peut-être même trop d'oxygène. Et on se rend compte que la seule source d'azote possible, c'est celui-là. Et donc, on connaît un individu qui capte l'azote de l'air. Ouais. Et donc, un azotobactère, ben lui, il a besoin de N2. Mais il a besoin de quoi aussi un azotobactère? Ben oui. Plus de la nourriture carbonée. Il est aérobie, hein, Oui, il est aérobie, oui.
Mais ça tombe bien, dans la Terre après ça, il y a tout. Hein. Oui, dans celle-là, mais pas forcément. Là, l'atmosphère du sol, d'accord? Est-ce que c'est la même que l'atmosphère que tu respires? Ben on ne sait pas. Mais la réalité, c'est non. Hein, l'atmosphère du sol n'est pas, elle est enrichie en CO2 réellement. Il y a beaucoup de CO2 dans le sol, beaucoup plus que dans l'air. Hein. Et donc, on se rend compte qu'il va y avoir tout un tas de mécanismes qui sont mis en place. Alors, on sait que ça donne du rendement, voilà, et ça nous a donné une formule célèbre. Le sol mange du carbone et produit de l'azote. Et on a ça dans un projet. Alors, vous avez une chance inouïe, la France a le seul projet innovant en agronomie dans le monde. Mais personne ne le sait. Hein. Non, 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 non. Ça ne s'appelle pas 4 pour 1000. Ça s'appelle MSV. Maraîchage sur sol vivant. Voilà. Et ça, c'est auto-fertile. Donc c'est la seule expérience au monde, que personne ne s'y intéresse, que tous les jeunes qui ont pigé ça sur YouTube, ils foncent comme des malades. Hein. Donc c'est mondial aujourd'hui. Donc mais oui, mais tout le monde cherche le Graal, si vous voulez, hein, le Graal agricole. Hein, donc ça... Voilà. Il y a des choses qui se sont passées, ça pousse tout seul. Et quand on a fait le bilan de ça, on s'est rendu compte que dans ce système-là, il y a une ration du sol vivant qui va arriver, égale 20 tonnes de matière sèche, équivalent paille, par hectare et par an. Voilà. Et donc, on peut déjà... Hein? Et en grande culture, on fait comment? Eh bien, il va falloir trouver ça, les gars. Alors, ça peut naviguer un tout petit peu, mais visiblement, c'est autour de ce chiffre-là que ça va se jouer. J'ai une expérience en route qui montre que c'est ce chiffre-là qui va gagner. Ça fait 25 tonnes en matière brute? Oh, plus que ça, en matière brute. Ça va, non, mais c'est sèche. C'est matière sèche, hein, des tonnes de matière sèche, là. Hein. Oui, mais matière sèche, c'est combien? Ah ben, c'est 85-90%, si tu veux. Ouais. Ration du sol vivant, restitué au sol. Hein. On a vu apparaître des chiffres monstrueux en termes de ration du sol. L'auto-fertilité, elle va arriver là. D'accord? Et ça se joue. Donc je peux vous le confirmer, la première expérience, elle a été faite sur la monoculture de maïs, et effectivement, c'est ça qui sort. Ouais. C'est 20 tonnes de paille. Équivalent paille. On va... 20 tonnes de paille, là, tu n'es pas très courageux. Tu te dis où tu vas les trouver. Donc, on a mis équivalent paille parce que ça nous a encouragé à chercher. Les déchets verts, par exemple, mais en fait, toi, tu peux pas. l'équivalent. Tu peux pas aller chercher ailleurs. Tu dois le produire dans ton champ, sinon ce sera trop cher et demain il n'y aura pas assez de camelote. C'est ça le problème. Oui. C'est même pas la peine. Au début, donc les autres Ah oui, oui, oui. Au début, c'est ce qu'on a fait. Les maraîchers, ils sont sous des goulottes d'opportunités qui s'appellent les déchets verts en ville, etc., etc. Donc une fois qu'ils ont fait le plein, on a commencé à gérer ça. Donc on regarde, mais des choses sur le sol mange du carbone, oui, il doit manger 20 tonnes équivalent paille. Et des Par an. bandes de miscanthus Ah ben après, lâchez-vous. Hein, après, lâchez-vous. Hein, tout devient possible. Mais tu dois savoir à quoi ça sert et comment le manager. Donc avant de penser à faire des bandes de miscanthus, tu dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Hein? Et il y a certainement mieux à faire que du miscanthus. Hein? Ben oui. c'est pas 1000 € de l'hectare, je crois que tu peux en faire la main. Non, mais ça dure 25 ans. Mais ça dure 25 ans. 30 ans, on ne sait pas la durabilité de ces trucs-là. Hein. Non, c'est pas Voilà.
Donc, ce qu'il va falloir commencer à penser, c'est qu'il y a un problème carbone-azote qui va se poser. Et vous avez, en fait, le carbone, il va revenir avec la verdure. La chlorophylle, d'accord? La photosynthèse, c'est des chaînes carbonées, tout simplement. Hein. Et donc, la chlorophylle, c'est du carbone. Et en fait, le carbone, il revient avec la photosynthèse. Et une fois que cette photosynthèse, elle arrive dans un champ, eh bien, elle va être, la feuille, elle va être mangée avec d'abord les grands individus jusqu'aux plus petits, d'accord, qui sont microscopiques. Après, là, il vous faut un microscope électronique à balayage pour voir les plus petits, si vous voulez. Hein. Donc, le problème de ce carbone qui va arriver avec la photosynthèse, les feuilles, les pailles, les racines, à un moment donné, c'est du plus grand au plus petit qui va digérer ça et qui va faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent dans le sol. Et la première chose que fait l'activité biologique, c'est structurer le sol. D'accord ? 1 cm3 de terre, un dé à coudre, en gros. Hein, c'est 5 km de champignons, 1 milliard de bactéries, 60 000 protozoaires, 100 nématodes, un colambole, un insecte. Donc les gars, ils ont peur de la biodiversité, foutez-leur des coups de pied au cul. Hein. Là, il y a de la biodiversité, d'accord ? Les abeilles, on s'en branle, on s'en fout les abeilles. Hein. C'est pas un sujet. Mais non, mais la première biodiversité, elle est là. Et si celle-là n'est pas là, l'autre ne viendra pas non plus. Hein. Hein, donc on ne commence pas par les abeilles. S'il manque des abeilles, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc qu'est-ce qui ne va pas pour la biodiversité qui est dans un dé à coudre? Comment j'augmente ou je détruis la biodiversité de mon dé à coudre? C'est ça la vraie question. Hein? Ben oui, je passe ça dans un mixeur. Je casse la maison, j'enlève la bouffe. Ben c'est sûr que je fais un pâté. Là, hein? Je fais du pâté de colambole, les gars. Hein? Et donc, à un moment donné, on va se rendre compte que la biodiversité, elle a des règles, d'accord? Ça ne sert à rien de courir après les abeilles si, de toute façon, il n'y a pas la maison et la bouffe pour les abeilles. Et c'est pareil pour tout, pour tous les êtres vivants, le sol, le machin, tout, la bouffe, la maison, la bouffe, la maison, et c'est pas la peine, le reste... Il n'y a pas d'argent, en fait, finalement. Comment ça, il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent. Non? Il n'y a pas d'argent, là. Hein. Et donc, ce qu'on commence à piger, c'est que notre centimètre cube de terre, c'est un truc qui est complètement ahurissant de biodiversité, de vie réellement. La question, c'est à quoi ça sert tous ces champignons, là, 5 km de champignons? Enfin, t'imagines pas, quoi. Mais ça, ce que vous décrivez là, c'est pas dans du sol conventionnel qui se prend des fongicides. Non, c'est dans de la terre fertile, un sol vivant, un sol qui doit fonctionner normalement. Hein. Il y a ça dedans. Voilà. Et dans la proportion d'azotobactères, donc on a vu qu'il y a assez d'azotobactères, pardon, sans... Oh ben, elles font partie du milliard de bactéries, donc, je pense. Dans un sol autofertile, il n'y a même pas besoin d'apporter d'azote. Si on... Ah ben jamais. Il faut amener autre chose. Hein. Il faut amener du carbone. Hein. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, donc le rythme de dégradation il va comme ça, la feuille tombe, les grands individus ils s'en chargent, ils commencent à le digérer, le manger, le broyer, on dilue de la matière organique réellement, et à un moment donné, ben, une partie va retourner en CO2, une autre partie en eau, une autre partie en oxygène, et une autre partie va rester dans le sol, hein, c'est-à-dire sous forme d'humus. Hein. Et donc systématiquement, c'est l'activité biologique du sol qui prend en charge le carbone de la photosynthèse. Et il va être biodégradé, mis en stock ou être utilisable. Et à un moment donné, où sont les azotobactères? Vous savez, pour récupérer l'azote de l'air. Hein? Ben, non, elles sont au début. Hein? Et là, il y a des grosses surprises. Alors elles sont dans les sols où on continue à apporter de la chimie, elles sont fortement compromises parce qu'on balance de la nitrate. Non. Non. Vous allez voir que non. Vive la fertilisation azotée. Alors du coup, on s'est dit, il va falloir comprendre ce qui nous arrive. Ça pousse tout seul, pourquoi?
Ça, vous avez ça chez vous. Les arbres, ils y arrivent. Oui, mais on leur laisse le temps. Donc, Nous, on a un cycle de production. voilà. Donc tu commences à piger. Si ça pousse tout seul, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Le temps. On sait qu'il faut du temps. Bon. Donc... ça, c'est super, du temps et rien foutre. Hein? Donc 3. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois là? Oui, il y a la famille. Voilà. Et avec quoi on va couvrir? Que me dit la forêt? Avec quoi elle couvre? Oui, mais avec quoi réellement? Est-ce que c'est une plante qui ressemble à un blé nain là qu'on a sélectionné? Voilà, donc c'est une plante géante. Donc on va avoir un problème avec nos plantes géantes. Est-ce que tu as des plantes géantes dans ton système de culture? Mais on va commencer à les trouver. Quand tu réfléchis comme ça, tu dis tiens, l'ortie, pas mal, le chardon, pas mal, peut-être qu'il y en a d'autres. Il a dit lentilles. Lentilles, non. J'ai de l'engrais, moi. Et donc, on va commencer à voir que la couverture, elle est réellement faite avec des plantes géantes, avec des panneaux photovoltaïques, etc. Il y a de la diversité. Et après, il y a un dernier truc. Donc... il faut du temps, je fais rien, donc rien faire, ça veut dire pas de travail du sol. Hein? Le truc, c'est qu'il y a de la restitution. Les feuilles tombent au sol et rentrent dans un cycle. Voilà. Et 5, il y a une ration pour le sol égale du carbone à C sur N élevé. D'accord? Et là, tu t'es dit, mince, j'ai pas le temps, parce que maintenant je suis paysan, je travaille tout le temps le sol, je couvre jamais, et surtout pas avec des plantes géantes, j'ai pas la diversité, et j'ai pas le bon C sur N pour nourrir le sol. Donc, comment voulez-vous y arriver? Hein? Ouais. Mais là, on se dit, oulala, ça y est, les lignes viennent de bouger. Et quand tu te dis, est-ce qu'on pourrait copier ça pour l'agriculture, tu comprends vite que ta plante géante, ce ne sera pas un arbre. À moins de faire de l'agroforesterie, etc. et de les mettre à la place où ils ne t'embêtent pas. Hein? Voilà. Mais globalement, tu dis, bon, ok, il va me falloir des plantes géantes, pas de travail du sol, de la diversité, des C sur N élevés. Voilà. Et on se rend compte qu'on a des trucs un petit peu bizarres. Partout où il y a des plantes, il y a de l'eau. Ou c'est pas parce qu'il y a de l'eau qu'il y a des plantes? C'est la vraie question qu'il faut poser. Et c'est probablement ça, une des clés de compréhension des écosystèmes. Hein? C'est-à-dire pas de plantes, pas d'eau, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a de l'eau parce qu'il y a des plantes ou pas? Ça, on aimerait bien savoir. Hein? Et c'est une question qui paraît toute bête, mais qui est importante, surtout maintenant. Hein? Parce que là, ça va chauffer. Quand on reboise, il repleut Oui. et il y a à nouveau des nappes. Oui, il y a deux choses. Il y a un truc qui n'est pas connu, c'est le problème de l'eau. Qu'est-ce que vous savez sur l'eau? Avant, on disait qu'il y avait des orages locaux. Maintenant, tous les orages viennent de la mer. Plus d'orages locaux. Voilà, vous avez le sol. Et l'eau, c'est un truc un petit peu bizarre. Si ce sol, il est nu, il a une charge électrique, il est chargé plus. D'accord? Et le soleil, il envoie du plus également. Donc le premier problème d'un sol nu, c'est que plus et plus, ça fait quoi? Ça se repousse. Et donc là,
votre eau, elle migre en profondeur. C'est-à-dire que votre sol nu, il va avoir tout un tas de tares, notamment celui-là, c'est-à-dire qu'avec la charge électrique qui arrive sur le sol nu, qu'il est incapable de gérer parce qu'il est nu, eh bien, vous allez éloigner l'eau de la surface. Hein? Ok? Donc l'eau va s'enfoncer très loin. Et donc la grande surprise, ça a été de trouver sous le Sahara un aquifère géant. À 4000 mètres de profondeur, sous toute la surface du Sahara, tu as une nappe d'eau immense, fossile. Hein? Et donc il y a un premier phénomène comme ça. Ensuite, sur l'eau qui va tomber avec la pluie. Donc elle ne s'évapore pas, elle s'enfonce. Il y a une partie de l'eau qui va aller de plus en plus loin en profondeur. D'accord? La pluie. Eh bien, si, écoutez bien, si la température du sol, d'accord, est supérieure à la température de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, systématiquement, vous allez avoir de l'évaporation. Ça veut dire que sur un sol chaud, il pourrait arriver de l'eau plus fraîche. Ben, cette eau, elle est incapable, d'accord, de rentrer dans le sol parce que le sol est trop chaud. Donc ça fait poêle à frire, ça repart direct. Hein? Donc là, déjà, vous avez perdu 2 fois de l'eau. Hein? Et puis la troisième règle du sol nu, eh ben, c'est sa battance. En dernier, des collègues avaient mesuré la température au sol entre couvert et non couvert, il y a 10 degrés. Voilà. Et la dernière perte d'eau, c'est le ruissellement, l'érosion, et hop, la rivière. Donc ça fait chasse d'eau en fait. Hein? Et donc le problème du système de l'eau, c'est hyper grave. Et on sait qu'il y a un seul outil pour récupérer tout ça. Ben oui. On se rend compte quand le sol, il est couvert. En fait, ici, vous faites, là, sur le sol, vous faites du moins. D'accord? Voilà. Il se charge négativement, votre sol. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, la nappe remonte. Parce qu'en plus il y a les racines, etc. Et d'autant plus efficacement qu'il y a des arbres, parce qu'ils vont très très loin. D'accord? Donc là, on va le mettre en vert. L'eau, elle remonte. D'accord? Et ensuite, si le sol est couvert, vous avez souvent la température du sol qui est inférieure à la température de l'eau de pluie. D'accord? Et là, elle s'infiltre. Et en plus, vous avez une espèce de piège qui empêche, et plus un couvert égale pas de ruissellement. Ou très peu, hein, parce que des fois ça ruisselle quand même, parce que le sol est quand même chaud. Hein. Et donc on se rend compte que de toute façon, si vous voulez gérer de l'eau de mer, vous avez intérêt à couvrir les sols à tout prix. Parce que le problème du réchauffement climatique, ça va être la température et la gestion de l'eau. Mais on n'arrive pas à faire pousser nos terres. Je sais, mais ça vient parce qu'on n'a pas les bonnes techniques. Sans compter que si le sol, pour la charge électrique, C'est important pour tout ce qui est échange d'éléments. Oui. Alors. Donc, tu as un problème de couvert, tu n'arrives pas à les faire pousser en été. Donc ça va être... je peux vous donner une clé. Tu veux que ça pousse en été, ça? Voilà la solution. Il faut fertiliser les couverts. Exactement. J'en ai fait plein, à tous les coups on gagne.
En fait, c'est T'as- qu'on a découvert l'été pour fertiliser. On n'est pas dans le règlement, on est dans l'agronomie. Je veux faire pousser une plante, elle ne pousse pas, j'ai intérêt à envoyer de l'azote et la bonne forme d'azote. Ouais. Ok? Ben ça c'est toute la journée là-dessus. Hein. La solution, La fiente, pas bon. Non mais pour fertiliser les couverts, si on met les compostes dessus, les fientes, les lisiers, c'est bien fertilisé. Oui, 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 mais en fait, on va se rendre compte que la fertilisation, c'est pas n'importe quoi. Donc, on est un petit peu avec nos problèmes. Donc, l'eau et la verdure, attention, hein, y a des pièges. Puis, on se rend compte que c'est partout pareil. C'est dès qu'on ne touche pas, il arrive un truc. C'est toujours pareil, mais jamais pareil, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours le même mécanisme, mais jamais les mêmes plantes. Parce que le sol change, parce qu'il y a du calcaire ou du sable, mais c'est toujours pareil. D'accord ? C'est-à-dire, il y a des règles qui sont les mêmes partout, tout le temps. Et ce qui change, c'est que dans les Landes, c'est des pins parce que c'est du sable, etc. Ici, c'est des chênes et des hêtres, ou de, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, c'est ça ? Du chêne, oui. Ouais. Donc voilà, et ça vient de votre climat, de votre pédoclimat, hein, c'est-à-dire l'alliance sol-climat. Mais les règles, ça va être toujours les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours les mêmes règles. Et donc, pour capter l'azote de l'air, il est probable que ce soit toujours le même mécanisme partout. D'accord ? C'est pas ici des azotobactères et là, autre chose. Non, c'est toujours le même principe. On s'est rendu compte, à force de faire de la pédogénèse, on a appris que c'est la roche qui se dégrade et qui fait du sol. Non, c'est la plante qui fabrique la terre fertile sur laquelle elle va proliférer. D'accord ? La dégradation de la roche, c'est un truc que fait la plante réellement, mais à son seul profit. Hein. Et donc, pas de plante, pas de sol, terminé. Hein. Et donc, comment on le sait ? C'est pas très compliqué. Je ne sais pas faire une galerie de verre, je ne sais pas faire la porosité du sol, je ne sais pas faire la MO, je ne sais pas faire les cols, les glomalines, je ne sais pas faire de l'argile, c'est une plante qui fabrique l'argile, et je ne sais pas faire un complexe argilo-humique. Hein. Et donc j'ai intérêt à ce que la plante, elle fasse le job. D'accord ? Et donc ça a été la grande révélation, c'est-à-dire que comme le sol, c'est un truc que fabriquent les plantes, il faut les laisser faire. C'est-à-dire qu'un humain, jamais il ne pourra. Et là, tu dis, oulala, hein, hop, et tu dis, comment elles font pour pousser toutes seules ? Et elles font tout toutes seules. Alors, autre chose, voilà, la nature, quand elle fait quelque chose, elle organise des molécules de carbone. Moi, je ne sais pas produire des huîtres, mais des huîtres, elles savent produire des huîtres, si vous voulez. Je ne sais pas faire un nid, mais un oiseau, il sait faire un nid. Je ne sais pas faire un oiseau. Je ne sais pas faire un arbre, je ne sais pas faire une fleur. Tu sais, la nature, en fait, on va se rendre compte qu'elle organise du carbone. D'accord ? Voilà. Et le problème qu'on a, nous, paysans, c'est que je prends un chat, je le passe dans un broyeur, il n'y a plus de chat. Ça ne marche plus. Hein ? Et pareil avec ma vache, ou pareil avec une huître. Et pourtant, avec le sol, je fais ça tout le temps. Oui, mais la pâté de chien, on peut la vendre. Oui, éventuellement, tu pourrais la manger. Hein. C'est pour ça que vous disiez que vous mangeriez la rotation, parce qu'en fait, le blé va organiser du sol pour du blé. Et oui. Tous les ans de culture, forcément, on n'aura jamais le bon sol pour la monoculture. Voilà. Et en fait, il y a quelque chose de très particulier. Ton blé, là maintenant, si tu le mets quelque part, tu vas couvrir avec une plante géante, le blé, il est disqualifié. Peut-être. Mais alors, si tu gardes le blé, il faut qu'il y ait autre chose dedans. Donc, il faut que tu aies de la diversité qui arrive. D'accord ? Et donc, de la diversité, c'est... Et pour toi, le premier travail, c'est de mettre plus de plantes. Et on se rend compte petit à petit que ton blé, qui est en monoculture de blé, que du blé, tout le monde au garde à vous, là, hop, tout le monde pareil, des clones de blé à l'infini, il n'y a pas de diversité dans ton champ. Or, dans la nature, tu as de la diversité. D'accord ? On l'a déjà observé, les mélanges radis-blé, févrole-blé. Oui. Même les mélanges de blé. Oui. Ouais. Et donc, on va avoir tout un travail où cette diversité doit être réfléchie.
Alors on ne sait pas, Claude Bourguignon disait il faut 12 plantes ou 16 plantes pour que ce soit propre et qu'on n'ait plus besoin de désherbants. Alors ça c'est le rêve, on ne sait pas si c'est vrai. Hein, il faudra tester un petit coin comme la table pour démarrer. Hein. Mais peut-être. Hein. Donc laissons-nous surprendre par les raisonnements, la diversité nettoie. Hein. Et donc ton blé, ça pourrait être une monoculture de blé mélangée avec une plante relais qui est un couvert permanent avec de la diversité. La question, est-ce que tu sais semer dans une prairie? Tu sais semer mais pas récolter en règle générale. Hein. Hein. Et donc on voit bien qu'il nous manque des trucs dans le raisonnement. D'accord? Alors ça nous a fait dire un truc simple, le travail du sol, c'est une erreur de l'humanité. Point. Et elle disparaîtra avec, ou elle se réformera. Hein. N'ayez pas peur, la fin du monde, c'est pas le changement climatique, c'est le travail du sol. C'est la Corée du Nord, ça dépend. Oui, mais travaille le sol là-bas aussi. Et donc on a commencé un petit peu à travailler là-dessus. Donc voilà votre terre fertile, les Américains nous ont produit ça, c'est une maison, il y a plein d'habitants, et maintenant on va voir comment ça marche, l'azote là-dedans, comment ça vient. Et le premier raisonnement qui vient, ça a été le modèle de durabilité. Avec l'agribashing, il va falloir que vous montiez au créneau les gars. Hein. Ou les femmes aussi. Hein. Tout le monde doit monter au créneau. Pourquoi? Parce que vous avez le premier modèle éco-conçu. Regardez, je produis, j'utilise la production, je la recycle parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, je fais ça avec 0,04% de CO2 dans l'air. C'est-à-dire avec rien, je fais toute la vie sur la Terre. Et maintenant, vous pouvez commencer à dégager tous vos modèles. Quand je mesure les gaz à effet de serre, c'est-à-dire la production agricole, elle mesure des gaz à effet de serre, eh bien, le modèle est faux. Pourquoi ? Parce qu'on ne mesure que la pollution, alors que vous avez un outil de dépollution qui s'appelle une plante et le sol. Donc votre modèle, il doit devenir circulaire exactement comme la nature dans laquelle vous travaillez. Votre champ de blé, ce n'est pas un tas de ferraille. Hein, désolé, mais... Hein, donc ça veut dire que tous nos modèles ADEME, INRA, machin, Solagro, peu importe où ils sont faux. Hein. Et ça c'est grave, parce qu'on raconte des conneries sur des modèles faux. Hein. On compte, qu'est-ce qu'on fait dans le développement? Hein. J'ai un morceau de ferraille, qu'est-ce que je fais? On peut le dessiner ce morceau de ferraille. Un tracteur, tiens. Je fais un tracteur ici. Par quoi j'ai démarré? Mais par du minerai. Et on dit, il y a de la pollution tout du long, parce que ma vache rumine, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a adapté à l'agriculture le modèle carbone de l'industrie. Sauf que vous, si ça c'est le bon modèle, hein, ici, l'industrie égale une projection linéaire, d'accord? L'agriculture, ça c'est faux, parce que l'agriculture égale un cycle. Parce qu'en fait, la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère du CO2 avec du fourrage, par exemple, que vous devez moins les GES, réellement. D'accord? C'est-à-dire que nous, on est coincés, on se rend compte que quand on vient dans la nature qui fonctionne sur un cycle, eh bien, la totalité des modèles et de ce qui se discute à la télé, fake news. Hein? Aujourd'hui, je peux aller à Paris dire à un journaliste, vous qui êtes les chantres de la bonne info, dès que vous parlez d'agriculture, c'est sûr, c'est faux. Hein? Et c'est gravissime. Hein? Parce que nos instituts, nos chercheurs, tout le monde est embringué dans le mauvais modèle. Hein? Et ça va détruire l'agriculture. Et personne ne comprend rien au cycle de la nature, en fait, réellement. Hein? Donc ça, c'est important. Et donc, on peut se faire un raisonnement très simple. Le monde, le globe, il est comment? Il est grand. Voilà. Voilà. C'est un monde qui est fini. Très
13 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande. T'y crois à ce bobard? Enfin, toi, tu produis de la viande, donc tu vois ce que c'est. Non, je ne produis pas, mais je sais que c'est une erreur. Ben oui, ben donc il y a un problème. Et donc ici, la décroissance, c'est une idée de partage. D'accord? On va partager les ressources. Et la croissance, quelle est l'idée maîtresse? Faire du business. Non, bon, là aussi, je pourrais faire du business si je veux. J'ai une idée que quand j'ai un problème, je vais créer un truc pour résoudre mon problème. D'accord? Donc ici, l'idée, c'est créer une solution à un problème, fatalement. Et on a appelé ça le progrès. Et donc, il y en a qui pensent que c'était mieux avant. T'as envie, toi, de vivre comme ton arrière-grand-père? Tu mets pas 5 € sur la table, hein, d'accord? Et donc, on se rend compte que dans ce monde, dans ce globe fini, en fait, on est coincé par le raisonnement économique traditionnel, parce qu'aujourd'hui, la linéarité de l'industrie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, changement climatique, environnement, etc. Et pareil, dans la décroissance, on est coincé pareil, hein. Pourquoi on est coincé là? Mais si vous êtes 3 milliards, ou si vous êtes 12 milliards, qu'est-ce qui se passe dans le partage? Eh bien, votre gâteau, attention, hein. C'est pas dans la nature humaine, je crois, le partage. Voilà, et donc ça pourrait mal finir, ça. D'accord? Hein? Et donc on se rend compte que les modèles qu'on a de développement durable, croissance ou décroissance, à un moment donné, c'est route barrée. D'accord? Donc ça c'est mort. Ça c'est... Voilà, la route elle est barrée. Et donc comment vous allez vous en sortir de vos deux pièges là? Vous allez produire plus en agriculture? Oui. Voilà. Oui, tu vas faire ça. En fait, tu vas te rendre compte que le modèle que te proposent les plantes, hein, d'accord? C'est ça qu'elle te propose. Donc, je produis, je consomme, je recycle et j'y retourne. D'accord? Et là, tu peux y aller. Ça peut durer longtemps. D'accord? Ça dure depuis combien de temps ça dure sur la Terre, ça? Ben oui, la première photosynthèse, 4 milliards d'années bientôt. Hein, et tu vois bien qu'on n'a fait que perfectionner ce cycle de la photosynthèse. Hein. Donc, du coup, tu n'as pas peur de rien, de ton changement climatique, etc. Vous avez le bon outil, hein, parce que ça s'appelle une plante. Celle qui commande la durabilité. D'accord? Avec rien, elle fait toute la vie sur Terre. Hein. Et donc, les paysans, vous pouvez faire croître les plantes. C'est-à-dire, si je fais, allez, quel est le rendement du blé que tu fais? 7 tonnes? 7 tonnes de blé. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois consommer 7 tonnes de blé et tu dois recycler 7 tonnes de blé. Si tu es logique. Est-ce que tu les recycles, tes 7 tonnes de blé? Eh bien non, ça va tout à la mer, les excréments humains, le phosphore, le machin, etc., ben ça part, d'accord? Et on se rend compte, en fait, on n'est pas très bon. Mais ici, tu pourrais avoir 10 tonnes de blé, d'accord? Donc ça veut dire que tu peux faire croître, donc si celui-là il croît, tu peux faire croître celui-là et tu dois faire croître l'autre, d'accord? Et donc il va se poser tout un tas de questions. La question qui va se poser, c'est: je recycle quoi?
Hein, c'est ça la réalité, d'accord? Et en fait, dans notre société, c'est vite vu. Je recycle rien. Hein? Si je vais en Chine, j'envoie les déchets là-bas, coup de paquebot, enfin je sais pas trop, enfin tu découvres un monde. Hein? Et donc, on a du bol, la plante, en fait, c'est un cycle sur la matière organique. Et qu'est-ce que c'est la matière organique? C'est du carbone plus de l'azote. D'accord? On bosse. Et donc copier la nature pour faire l'agriculture, et ça pousse tout seul, donc il y a une promesse sur l'azote qui arrive. Autre débat qui nous a intéressé beaucoup pour l'azote, c'est là, ça pousse tout seul, mais là aussi, au début, j'ai mon champ nu, et puis au bout de 100 ans, j'ai une forêt. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent entre là et là? Il y a 100 ans, ouais. Mais il y a des choses intéressantes là-dedans. Oui. Au début, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un sol nu. 2. Il arrive une annuelle. D'accord? En règle générale, cette annuelle, elle a des caractéristiques. 3, qu'est-ce qui vient? Ben, il arrive des vivaces. Hein, on va dire ça comme ça. Hein? 4. Oui, vivaces pérennes. Voilà. Les arbustes. Et ensuite, 5, les arbres. Voilà. Et la nature, quand on la laisse faire, elle fait ça. Pourquoi elle va là? Voilà. Donc on se rend compte que si on regarde le carbone, voilà, hein, il se passe un truc. Hein, et visiblement, ça ne se fait pas avec l'azote. C'est-à-dire que pour avoir des arbres, je n'ai pas mis 1 kilo d'azote. Ouais. L'azote, elle vient d'ailleurs, ça se fait tout seul, donc on commence à piger que ça vient de l'air, et il y a une suite logique avec les plantes là. Donc le sol nu, l'annuelle, donnez-moi des noms de plantes annuelles. En règle générale, des dicotes, c'est celles qui vont le plus vite, en 3-4 mois, boum, puis ensuite vous avez quelques graminées. Voilà. Alors, 1, 2, voilà. Donc, une plante annuelle. Et donc, que fait la plante annuelle? Voilà. Oui, mais vite. Hein. Donc ça, c'est... Elle va vite. Votre vulpin, c'est vite, si vous voulez. Hein. Quand tu regardes bien, allez, en 6 mois, hein, il a mangé le blé, quoi. Hein. La vivace. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Ça, c'est couvrir le sol. Là, ici, c'est la couverture du sol. Voilà. C'est-à-dire, si j'ai un boulot, durée de vie d'un boulot, 25-30 ans, puis après il meurt. Hein. Donc ça, c'est la préparation du carbone. Voilà. Et puis l'arbre, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit l'arbre? Là, c'est prospection du sol maximale. Ouais, ben, il fait tout, il bénéficie de tout et il fait tout. Donc du carbone, il en a plein. Mais que me raconterait un arbre? Que tu as bien bossé, que tu as bien dansé et que tu peux dormir en paix. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on dort dans des arbres. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'il me dit? Le sol a atteint la Alors si ça peut vivre, on va dire, allez, on va mettre ça 30-40 ans là. Les arbres qui arrivent ici, les rois de ma forêt là. Ils ont gagné la compétition. Ah, ils ont tout gagné, mais ils sont aidés des autres, ils sont arrivés au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que me raconte un arbre? Combien de temps il peut vivre, par exemple? Des
Voilà. Donc lui, il est potentiellement... Voilà. Et ça nous pose un petit problème. D'accord ? On se rend compte que ces arbres-là, ils peuvent vivre très 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 vieux. Il y a des séquoias à 5000 ans, il y a, vous voyez, il y a des chênes remarquables à 1000 ans, des châtaigniers, des hêtres, etc. Donc en fait, c'est une échelle de temps qui ne nous est pas accessible globalement. Donc il y a un truc entre le carbone et pourquoi il vit vieux. Vous voyez ? Comment il fait pour pousser sans azote? J'ai jamais mis une fertie et il y arrive et il n'y a aucun problème. Pourtant, il en a besoin de l'azote pour pousser. Est-ce qu'on n'irait pas plus vite à mettre de l'azote dans notre système? Eh ben, c'est ce que font les forestiers dans les Landes actuellement. Ils vont mettre de l'azote pour faire pousser plus vite la forêt. Donc on va cultiver la forêt comme on cultive du maïs. Ça pourrait coûter cher, si tu veux. Et donc on va se rendre compte qu'il y a toute une succession logique de ce système-là. Donc il y a des règles qui sont apparues. Toujours couvert, jamais travaillé, couverture permanente, forte production de biomasse. Là, je vais au maximum de ce que je peux faire avec 0 intrant. Voilà, c'est biodiversité partout, recyclage maximum. Et le problème, c'est que moi, quand je vais être agriculteur, quel problème je vais avoir? Quand je vais être dans ce cycle, mais oui, il y a des choses qui sortent que tu ne recycles pas. On voit bien qu'on va avoir un problème entre la production, la consommation et le recyclage. Donc il faut bien réinjecter les merdes. Ouais. Et donc, ta plante, qu'est-ce que c'est qu'une plante? C'est du carbone, d'accord? C'est de l'azote, c'est de l'oxygène, c'est de l'hydrogène, c'est un petit peu de soufre et des oligos. On va dire ça comme ça. Alors il y a un petit peu de P, il y a un petit peu de K. Hein? On va y aller sympa. Donc j'exporte du grain. Donc j'exporte tout ça. Hein? On va dire, allez, c'est le grain. Qu'est-ce que je peux récupérer facilement? Le carbone, est-ce que je peux le récupérer? J'ai exporté le grain. Allez. Oui, mais peu importe, j'exporte aussi la paille. Allez, j'exporte tout. Le carbone, on le refait avec une autre photosynthèse. Voilà, donc le carbone, il revient avec le CO2. Le premier couillon qui mange une plante, il pollue et il renvoie du CO2 dans l'air que la plante récupère. C'est pour ça que dans ce modèle-là, eh ben, il y a indéfiniment la vie, puisque dès que la plante prend du CO2, il y a un mangeur de plantes qui renvoie le CO2. Donc c'est bon, le carbone, pas de problème. L'oxygène, ben, pas de problème. Il y a de l'O2 dans l'air, il revient. L'azote, mais dans ma forêt, c'est du N2. On sait que ça vient de là. Donc ça, je n'ai pas besoin de ramener. L'hydrogène, il y en a plein. Mais il y a du H+ dans le sol en pagaille, donc on n'est pas embêté avec l'hydrogène. Premier constituant de l'univers. Basta. Soufre, oligo, phosphore, potasse, est-ce que ça revient ça? Voilà. Voilà. Et donc vous avez un problème avec uniquement les éléments minéraux secondaires. D'accord? Le phosphore, il ne revient pas, puisque le mangeur de blé, ben, ça va dans l'océan ou dans la steppe, je ne sais pas où, mais ça ne revient pas chez toi de toute façon. La potasse, c'est pareil. Si tu exportes la paille, toute la potasse sort de ta ferme. Donc il va quand même falloir la retrouver. Les oligos, ben, c'est pareil, c'est pris dans les roches-mères, etc. Ben,
Ça sort avec les exportations. Et le soufre, c'est pareil, il n'y a plus de pluie acide. Hein, on l'a enlevé des carburants, etc. pour la pollution, donc il n'y a plus de soufre non plus. Et donc on va se rendre compte qu'un plan de fertilisation, eh bien, il va se jouer là. Avant, il n'y avait pas les moteurs à explosion, il n'y avait pas le soufre par rapport au cycle du soufre. Oui, mais ça, justement, quand on en a mis, ça poussait mieux. Hein. Donc le soufre, on va découvrir que c'est un élément, enfin, c'est des éléments importants. Nous, on a des problèmes dans nos plans de fertilisation là. Et en fait, on part du principe qu'on a des problèmes avec l'azote. Non, dans la nature, tout ça c'est gratuit, hein, ça se recycle. Quand ça tombe au pied de l'arbre, ben, tout se recycle fatalement. Et nous, paysans, on va avoir un problème avec les minéraux. D'accord ? La prochaine bataille, c'est pas l'azote, hein, c'est le phosphore. Hein. Le jour où ça coince sur le phosphore, nous, on est très très mal. Ça veut dire qu'il va falloir recycler toutes les bouts de stations d'épuration. Hein. Voilà. Et du coup, ça nous a donné, cette nature, ce cycle, eh bien, on peut le décrire. Le sol est nu, tac, il pousse une plante, la première plante qui pousse, c'est laquelle? C'est une dicote. Alors donnez-moi une plante qui pousse vite en 3 mois. La ravenelle, hein. Voilà. Donc des trucs qui nous embêtent beaucoup. Voilà. Vous en avez d'autres? Moi, je mettrais quand même le sol sur les maïs parce que c'est vite à taille adulte. Oui, mais le sol est nu, la nature. Tu fais rien. Hein. Pardon? En fait, on va se rendre compte que toutes nos dicotes de nos systèmes de culture sont quasi là-dedans. En 3-4 mois, c'est des monstres. Qui est-ce qui avait de la renouée, je sais pas quoi là, hein? Ouais, renouée persicaire, renouée des oiseaux, renouée liseron, enfin bref, peu importe, elles viennent là. Donc la question, c'est pourquoi tout de suite elles viennent là? Qu'est-ce qu'elles font ces plantes-là? Comment vous pouvez les décrire? Hein? Ouais. Donc ça, c'est la couverture très très rapide du sol. Donc tout de suite, cette plante, vous avez le sol nu, il y a une levée de dormance. Le soleil, quand il tombe sur la terre nue, il fait une levée de dormance. Et c'est la plante la plus adaptée à ce moment-là qui va pousser le plus vite. D'accord? Et donc, vous ne savez pas quelle dormance vous avez levée. Mais il est sûr que celle qui est levée, elle va aller très vite, en 3-4 mois, elle a battu votre culture. D'où le désherbage. Donc, les premières plantes qui poussent, qu'est-ce que je peux dire de ces plantes-là? Un kénopode, une amarante, une ambroisie, une renouée. En fait, c'est des plantes qui sont, elles adorent l'azote, elles sont nitrophiles. Il y a 2 ailes, je ne sais jamais. Nitrophiles? Non. Voilà. Elles sont nitrophiles, c'est-à-dire elles adorent l'azote. Donc elles vont faire un truc très simple. Dès qu'elles poussent, elles vont pomper tous les nitrates. D'accord? Et elles vont être là. Donc le premier cycle dans la nature, c'est je pompe les nitrates. Bon. Et ça nous a un petit peu surpris dans l'analyse parce que ce n'était pas attendu tellement au virage. Donc allez, le kénopode, NCO, hein, pompe les nitrates. Comment vous interprétez ce phénomène-là? Parce qu'après, il y a une forêt. J'y touche plus jamais à mon sol. Ça permet de recycler les nitrates qui sont même pas. Oui. Donc, c'est pompe. Donc, toi, tu dis c'est pour recycler les nitrates? Mais non, mais c'est pour Pour les rendre disponibles. C'est pour rééquilibrer avec le carbone qui réinjecte dans les sols. S'il y a trop de nitrate, il peut assez de carbone dans cette proportion. Pour équilibrer la soupe. La nature est bien faite, elle fait sa soupe tout seul. Elle va faire sa soupe, oui, on va le découvrir. Mais donc, première idée, elle va recycler des nitrates. Mais quand elle va pousser,
et si jamais j'interviens pas, je la laisse pousser, elle produit quoi? Oui. Donc 1, le kénopode pompe les nitrates, 2, il produit quoi? Des graines, plus de la biomasse. Et dans cette biomasse, est-ce qu'il y a beaucoup d'azote? Il est mûr là. Donc ça égale du bois. D'accord? C'est-à-dire que cette plante, elle nous dit qu'il se passe un truc précis. Elle nous dit que je ne veux pas de nitrate dans le sol et je dois à tout prix fabriquer du bois pour nourrir le sol. Voilà ce que me disent les plantes, les dicotes. D'accord? Donc c'est pas recycler les nitrates, donc ça c'est faux. Hein, c'est pas recycler les nitrates. Hein. Ce que fait le kénopode, c'est supprimer les nitrates. Ensuite, 1, 2, il produit du bois. D'accord? Parce que la nature sait parfaitement que pour qu'une plante pousse toute seule, il faut que la ration du sol se fasse à base de bois et qu'il n'y ait plus jamais de nitrate dans le circuit. Ok? Règle numéro 1. Donc, et donc du coup, lorsqu'on a une population très importante d'ambroisie, kénopode, amarante, etc., de l'œuf, il ne faut surtout pas faire de soie d'hiver, par exemple. Pourquoi? Ou des légumineuses. Parce qu'on renchérit le système en azote, là, non? On pourrait. Donc il faut mieux faire... Tu as tout intérêt à les laisser pousser en max pour qu'elles fassent le bois. Et dans le bois, tu vas semer ta légumineuse. Mais oui. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. Oui. Complètement planté, quoi. C'est-à-dire que j'ai laissé les ambroisies pousser. J'ai fait brouter ça avec des moutons. Oui, oui, oui. Sauf que dans mon arbre, j'ai de la kénopode et de l'ambroisie, quoi. Oui, oui, oui. Finalement, c'est parti avec... Génial. Et on fait un peu d'hiver là-dedans. C'est fantastique. Arrive au printemps, là, c'est juste incontrôlable, quoi. C'était logique, hein. Oui, 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 oui. Voilà. En fait, il te manque le bois. Pourtant, j'y suis allé jusqu'au bout, là. Oui, mais justement, Il ne fallait pas le faire pâturer. justement, il ne faut pas le faire pâturer. Il a fallu restituer au Ouais, sol. enfin, ça aurait pas été... Oui, mais d'accord, mais j'aurais eu quand même des graines... Oui, mais moins. Puisqu'il y a tu sais que la levée de dormance d'un kénopode, ça se fait en présence de nitrate. Donc si tu le laisses pousser et qu'il fait du bois, il n'y a plus de nitrate. Il faut plusieurs années avant que ça... C'est immédiat. On met du BRF dans un champ, il n'y a plus de nitrate nulle part. Ah bah ça c'est sûr, il n'y a plus rien qui pousse. Oui, non, mais... voilà. Mais oui, parce que toi, tu as besoin de l'azote pour faire pousser les plantes. Mais la réaction est immédiate. Je pompe les nitrates, je mets du bois, il n'y a plus jamais de nitrate dans le profil. Terminé. Hein, c'est immédiat. Paf, ça tombe comme ça. Et là, tu dis... Alors, est-ce que des composts, des déchets verts, hein, est-ce que ça, c'est une bonne ressource? Oui, pas cher, donc. Oui, le problème, c'est que la nature, elle te dit que tu n'en as pas besoin. Ça pousse tout seul. Oui, mais d'accord, mais je ne vais pas attendre 3 ans. Enfin, Bon, mais tu vas pas attendre 3 ans. Je pompe les nitrates, d'accord, et je produis du bois. Quelle est la plante qui peut pousser avec 0 azote dans un sol? Une légumineuse qui est une plante autonome dans une situation difficile. Et donc, tu vois bien que la deuxième plante qui pousse après tes dicotes et tes machins, tu vois apparaître des trèfles sauvages, des luzernes sauvages, du lotier, du je sais pas quoi, des genêts. D'accord? C'est bien des légumineuses, tout ça. Et donc, elles viennent avec les vivaces et tout ça. Hop, les annuelles et les vivaces, elles arrivent. Et donc, c'est le deuxième coup, la légumineuse et la plante pionnière. Et donc, on va se rendre compte que, j'ai une pompe à nitrate qui produit du bois, parce que les plantes savent bien que pour pousser toute seule, il ne faut pas de nitrate dans le sol, et il faut le nourrir avec du bois. Et la deuxième plante qui peut pousser là, fin d'azote, c'est une plante autonome sur l'azote, une légumineuse. Et toi, quand tu broutes, d'accord, ton kénopode, mais non, mais
Qu'est-ce que tu fais quand tu broutes ton kénopode? Ben, c'est pas du bois que tu remets au sol. Hein? En fait, tu mets un produit que le sol n'a pas besoin. Tu fais un travail de merde. Hein? Mais non, mais le fumier, c'est ça. Et donc, dans ce copier la nature, tu dois te positionner avec mes interventions d'agriculteur. Et tu dis, ah ben oui, mais la nature, elle a un autre mécanisme que celui que j'ai en agriculture. Là, du coup, on est dans une dynamique à tous un peu, à réintroduction de l'élevage dans les systèmes céréaliers, on est d'accord? Ouais, mais t'en as pas besoin. D'accord. Qu'est-ce que vous faites chier avec des éleveurs? Ils veulent plus bouffer ils veulent plus manger de viande, les gars. Moi, c'est une contrainte, hein. C'est génial. On va mettre de l'élevage là où on n'a pas le choix. Mais pour ceux qui aiment faire de l'élevage, mais c'est pas une obligation. Non, sauf qu'on va mettre le phosphore, la potasse. Mais peut-être. Oui, mais il y a d'autres intérêts à l'élevage. Et donc on va se rendre compte que l'élevage, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture. C'est une technique parmi d'autres. Et donc voilà le premier travail. Ma plante, elle pousse, elle supprime les nitrates. Et donc la nature qui pousse, je n'y fais plus rien, ça pousse tout seul, il arrive un arbre. Première étape, pas de nitrates dans le sol, et je mets du bois. Hein, c'est obligatoire. Hein. Et là, la machine, elle va s'enclencher. Et donc quand on se fait envahir plutôt par des graminées que par des kénopodes et compagnie? Eh bien, ta graminée, qu'est-ce qu'elle te dit? C'est ce que je vous demande. Voilà, eh bien... non. Mon ordi, là. Voilà. Hop. Donc il faut à tout prix que vous achetiez ce petit livre-là. Ça s'appelle le fascicule des conditions de levée et de dormance des plantes bioindicatrices de Gérard Ducerf. Et avec ça, vous allez commencer à désherber. En fait, c'est la Bible du désherbage si vous comprenez ce qu'il a fait. Est-ce que dans ces bouquins, excusez-moi, dans les tomes 1, 2, 3, là, oui, encyclopédique, oui. Ça reprend ces travaux-là? Alors, c'est... en fait, il reprend les plantes. Attends, je te laisse prendre la photo. En fait, il reprend toutes les plantes, mais il en a fait un outil de travail pour les techniciens et les paysans. Voilà. Parce que ta Bible, là, tu ne vas pas l'amener dans ta poche, dans le tracteur, enfin, ça fait un petit peu d'œil. Donc c'est bien de les potasser, tu as une flore, et encore, tu n'as pas la bonne flore des paysans. Il nous manque toutes les plantules, il faudrait la vraie flore des malherbologues, plus celle-là, hein, pour être bon. Hein. Et en fait, il a mis toute la liste des plantes, elles sont classées par nom scientifique et par nom commun, hein, vulgaire, et à un moment donné, il fait des plus et des moins avec une légende ici. Et puis il va dire, tiens, telle plante, elle pousse pour telle raison. D'accord ? Et donc cette légende-là, des signes qu'il met, il explique au début, là, vous avez une légende qui explique le pourquoi du comment. D'accord ? Et donc vous allez trouver votre graminée qui pousse, elle pousse pour telle raison. Hein. Et à la fin, parce que vous ne connaissez pas les noms scientifiques, et moi non plus, pas très bien, alors, à force, quelques-uns, tu finis par repérer, mais il y a un classement par ordre de nom commun et la correspondance du nom scientifique. Donc vous pouvez à la fin, avec un lexique, retrouver à l'envers. Hein. Donc ça vous permet d'y aller. Et donc il faudrait que ça, avec la Bible, enfin ces dictionnaires là, hein, les encyclopédies, il faudrait aussi l'encyclopédie des plantules réellement, tu sais, qu'on a de la malherbologie, de la chimie, enfin des autres, hein, parce que c'est hyper utile de la reconnaître au stade de 3-4 feuilles déjà, ta plantule. Tu sais, hein. Et dans son encyclopédie, tu les as que en végétation et en floraison, tu sais, donc tu les as grandes en règle générale. Pour nous, paysans, il faut qu'on sache tout de suite. Hein. Et donc, ça va donner naissance aux nouvelles pratiques de désherbage. Tu as du Reira, eh bien on sait gérer du Reira sans chimie, rien, pas de souci, ça va marcher. Hein, pour en faire des expériences depuis quelques années, sauf que je dois changer de culture. C'est pas du blé, d'accord ? On va cultiver du Reira. Oui, je dois cultiver le Reira, mais je ne dois pas cultiver du blé. Quand il y a du Reira dans un champ, je dois faire une autre culture que du blé. Alors, je pensais que c'était un peu une légende, mais ça peut venir de ça éventuellement, mais
On dit que quand on a des problèmes de foie à l'avoine, il faut cultiver de l'avoine. Oui, oui, oui. C'est vrai? Oui, oui. Parce que les plantes, en fait, elles vont s'auto-contrôler quelque part pour tout un tas de mécanismes où c'est deux plantes de la même espèce, donc qui vont avoir les mêmes fonctions au niveau du sol. Je le constate, enfin en bio, moi c'est une technique Oui. que j'utilise, mais je ne l'expliquais pas. En fait. Non, 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 mais ça, il faut le potasser un peu, ça vaut vraiment le coup. Et si on a les dicotes qu'on disait tout à l'heure, Oui. quelle culture associée? Eh bien, les dicotes, elles t'apprennent que ton problème, c'est les nitrates, et la question, c'est comment tu produis des nitrates. Hein? Donc, on a un enseignement énorme qui arrive, c'est pas de nitrates pour faire pousser une plante. Ça, c'est règle d'or, règle numéro 1 de l'agriculture des sols vivants. Hein. Ça peut être de l'ammonium alors? Ah ben ça peut être de l'ammonium, c'est surtout de l'ammonium. Et moi, si je fais ça dans des sables limoneux qui n'ont rien, pratiquement rien, sans fertilité, je ne fais pas 15 tonnes de biomasse de blé. Non, non, mais on est bien d'accord. Avec des blés ou comme ça, jaune. On est bien d'accord. Avant d'aller dans la... En fait, vous êtes omnibulé par la problématique du paysan. Bah oui, c'est normal. Donc, vous n'y arriverez pas. Non, mais même, moi, je produis de la biomasse pour produire du carbone. Oui, 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 oui. Mais avant de produire ton carbone, tu dois commencer à comprendre comment marche tout ce cycle de la fertilité organobiologique, parce que ça pousse tout seul et j'ai pas besoin d'y mettre quoi que ce soit. Et quand tu as pigé comment ça va marcher, d'accord, tu vas être à l'aise, tu vas te dire, eh bien, tiens, je peux amorcer la pompe avec du compost, un fertilisant, je sais pas quoi, de l'ammonium, on va trouver exactement ce qu'on a besoin. Tu vois, c'est ce soir. Non, non, c'est cet après-midi. Hein. Mais donc, du coup, c'est peut-être de l'azote, mais pas sous forme de nitrate. C'est ça Voilà, que je veux dire. pas de nitrate, d'accord, c'est hyper important. Hein. Donc là, ça c'est important. Hein. Et donc les nitrates, on va l'écrire. Qui sait la formule des nitrates? Il y a une autre forme. Voilà. Il faut du NH4 alors, tu vois. Voilà. Et donc les plantes nous disent, d'accord? Les plantes nous disent qu'elles poussent sans nitrate. D'accord? La racine d'une plante, ça absorbe quoi comme une forme d'azote? Ben, ça absorbe des nitrates, hein, mais la nature, elle s'occupe à les supprimer. D'accord? À tout prix. Donc il y a deux étapes. Comment on va supprimer les nitrates? On va faire la plante qui est nitrophile, qui va pousser très vite, mon ambroisie par exemple, ou mon kénopode. Et je fais du bois. Et en fait, la dépolymérisation du bois, quand je mets du BRF, c'est les champignons qui vont attaquer en premier. D'accord? Et ces champignons, pour attaquer le bois, ils finissent de récupérer toute l'azote libre du sol. L'azote libre, les nitrates. Hein, parce que ça, c'est de l'azote libre. Hein. Voilà. Et donc les champignons, ils vont faire un deuxième travail. On l'a vu avec le BRF. Vous mettez du bois, ça fait pompe à nitrate immédiatement. Dès qu'il y a du bois qui arrive dans un sol, vous n'avez plus de risque de pollution. Mais comme vous n'avez plus de nitrate et plus d'azote dans la solution du sol, mais il n'y a plus rien qui pousse. Si. Qu'est-ce qui pousse quand il n'y a plus de nitrate? Une légumineuse. Et donc maintenant, est-ce que vous savez comment pousse une légumineuse? Oui. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte que la nature, elle va mettre en route les solutions d'autonomie pour capter de l'azote. D'accord? Donc, première règle, si on dessine une légumineuse, on va dessiner une luzerne, hein, d'accord? Donc ça veut dire que l'azote qui est dans le sol, il n'est pas sous la bonne forme, mais qu'il faut quand même de l'azote. Oui, il va falloir de l'azote, et donc là, il n'y en a plus, donc il y a une légumineuse qui peut pousser. Oui, il faut en remettre, mais sous la bonne forme. Tout à fait. Et on va se rendre compte que cette luzerne, elle est en fleurs, elle a des racines. Voilà, et sur des racines, elle a un truc qui s'appelle une nodosité. Hein, alors des nodosités, hein, ok? Et cette nodosité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte l'azote de l'air. Et pourquoi elle peut capter beaucoup d'azote dans l'air?
Non, parce que le sol, il doit être poreux. D'accord? La lumineuse marche mieux quand même dans un sol qui est déjà bien filtrant et bien... Oui, 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 dans un sol poreux, structuré, aéré, machin, comme il faut. D'accord? Donc on se rend compte que la porosité, elle va contenir de l'air, elle va contenir de l'azote, et en fait, cet azote, il y a des échanges gazeux, la nodosité récupère du N2, et qu'est-ce qu'elle fabrique avec ça? Ammonium et puis azote. Voilà, et donc elle va fabriquer un truc qui s'appelle, on va le dessiner en noir, du NH4+. Voilà ce qu'elle va fabriquer. Et donc ça s'appelle de l'ammonium. Voilà. Ou de l'azote ammoniacal. Hein. Et pas nitrate. Mais non. Je croyais que les plantes n'étaient pas capables d'absorber le NH4. Ah oui. Mais c'est des conneries. C'est des conneries inimaginables. Quand il est dans le sol, il n'est pas disponible parce qu'il est collé au complexe radiologique. Oui, mais même pas. La légumineuse, avec sa nodosité, va fabriquer ton azote ammoniacal. D'accord? Alors on va l'appeler ammonium parce qu'il y a un hic dans le hac. Hein, le cal, l'ammoniacal, il nous embête. Mais on va voir, on va l'appeler ammonium. NH4+ est produit, et donc ça va aller dans la feuille. Donc ici, il apparaît du NH4+. Donc tous les grands principes de nitrification pour que ce soit assimilable, il faut oublier ça. Oui, parce que ça s'est fait au labo. En fait, on a enquêté sur les contextes qui ont donné naissance au nitrate. Ça s'est fait au labo. On a mis de l'ammonitrate, d'accord? On a vu qu'au labo, en présence d'ammonitrate, les plantes poussaient super bien. Et on a vu qu'en mettant de l'ammonitrate, 100% de l'azote absorbé était des nitrates. Voilà ce qu'on va trouver au labo. Hein. J'ai une paillasse, si tu veux. Hein. Tu as un truc super. Hein. Je mets de l'ammonitrate. Ammonitrate, si je prends sa formule, c'est NH4+, 50%, et tu as des nitrates, NO3-, 50%. Et on sait que les plantes ont des pompes à nitrate. Donc, en fait, ce qui va se passer au labo, un prélèvement, et le temps qu'elle prélève les nitrates, il fait chaud dans un labo. Oui, d'accord. Donc celui-là, il se transforme, et donc, toujours des nitrates. D'accord? Et donc, on va déterminer avec une expérience de labo, où il n'y a pas de facteur limitant, etc., où tout va bien, que les plantes sont super bien avec des nitrates, elles poussent super vite, elles sont vertes, etc. Sauf que quand on va mettre les nitrates dans un champ, qu'est-ce que ça a comme problème, les nitrates? Ça va remplir les vacuoles des plantes et du coup il n'y a plus de place pour les molécules de défense. Ça c'est après. D'abord c'est lessivable. D'accord? Il n'y a pas d'accent. D'abord c'est lessivable. Et parce que c'est lessivable, la plante elle ne laisse pas perdre, elle prend. D'accord? Et il va lui arriver tout un tas de bricoles. Et dans la nature, on commence à comprendre que ça ne marche pas avec des nitrates, justement. Les nitrates, c'est un truc d'humain dans un labo. Et on en a fait de l'ammonitrate. Or, ça marche tant que... Hein, dans la nature, la nitrification n'existe pas? Si, mais elle ne démarre pas là. Ça, c'est la fin. Dans la nature, il y a un cycle avant. Et la nature, elle va te la prendre avec la légumineuse. Donc, elle va mettre du NH4 dans la feuille, et puis il va se passer un truc dans la feuille. Le N, il va rester. Et maintenant, elle va allez hop, on va le mettre en vert. Elle va réinjecter dans sa racine le H+. D'accord? Donc avec son azote, là, elle va fabriquer de la protéine, hein, les 20-24% que vous connaissez de protéines MAT, hein, des vaches, etc. Et l'hydrogène, elle le sépare et elle l'envoie dans la racine. Et donc dans la racine, qu'est-ce qu'elle va faire? H+, c'est quoi? Ben oui, c'est basique ou acide? Ben oui, donc ça c'est acide. pH, elle est entre
4 et 5. Voilà. Ça va dégrader le sol. Ben oui, elle va aller hydrolyser le sol. Hein? Donc elle va récupérer des éléments minéraux. Hein? Et donc là, on est un petit peu mal. Tu dis, bon, ok, la nature, elle fonctionne comme ça. Elle va acidifier la rhizosphère pour aller choper les éléments minéraux. Hein? C'est pas Cholet qu'elle fait, la plante. Hein? Elle fait l'inverse. Hein? Elle envoie de l'acide. Hein? Et donc, ce fameux acide-là, on disait que la violence, en théorie, quoi, ça pouvait même aller jusqu'à dégrader de la roche. oui, ben, dans les craies là, de la Marne et tout, partout, qu'est-ce qui pousse? Si c'est pas la luzerne qui pousse bien. Hein? Et tu vois bien qu'elle fait des trous dans la craie à n'en plus finir, à 20 mètres de profondeur s'il faut, ça ne l'arrête pas. Donc le calcaire, il n'y a aucun problème, puisqu'elle a une espèce de perforateur acide qui lui permet de descendre où elle veut. Donc du calcium, elle en aura toujours plein à disposition, etc., etc. Donc on se rend compte que les plantes, elles font des trucs un petit peu bizarres. Hein? Alors, on continue? Parce que ça devient intéressant. Hein? L'azote, c'est un vrai, comment dire, c'est un vrai beans. Hein?